hémorragique. Mercredi 31 décembre 2025, et sachez que les Néo-Zélandais sont déjà passés en 2026 depuis 12 heures temps universel ici au Mali, c'est dans quelques 11 heures. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 13 heures. Fin de formation à Bourgogne de 868 nouvelles recrues du contingent 2023 deuxième vague. Ces jeunes soldats ont été présentés au drapeau lundi dernier en présence du commandant du camp du 82e régiment blindé de Bourgogne. Lors de cette cérémonie de sortie, ces recrues ont procédé à plusieurs démonstrations. Reportage ORTM Bourgogne, Abdul Karim Konati et Djibril Bakayogo. Cette cérémonie de présentation au drapeau marque la fin de la formation commune de base de 868 nouvelles recrues du contingent 2023 deuxième vague. Cette formation s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités du pays de doter notre outil de défense d'un personnel efficace et dévoué, capable de relever les défis sécuritaires auxquels fait face notre espace confédéral. Il est sans doute à rappeler que nous vivons un moment charnière de notre histoire commune où l'ennemi que nous affrontons change constamment de visage à travers ses modes opératoires multiples. C'est fort de cette réalité amère que les plus hautes autorités ont accordé une attention particulière à cette formation commune de base. Lors de cette cérémonie, ces jeunes recrues ont procédé à plusieurs démonstrations, notamment le démontage et le remontage du PM avec les yeux bandés, démonstrations en tactique, quelques prises en close combat, entre autres. Après 5 mois d'efforts intenses et de privation, ces jeunes soldats sont à présent aptes à servir la nation. Cela a été rendu possible grâce au personnel d'encadrement. J'exprime toute ma gratitude pour votre professionnalisme et votre accompagnement tout au long de cette formation. Nous avons un sentiment de satisfaction à travers ce que nous avons vu comme démonstration. Toutes nos reconnaissances aux plus hautes autorités de notre pays pour la construction de ce camp de 82e régiment blindé à Bougoni qui vient d'accueillir cette première formation. La remise d'attestation aux 3 premières recrues et leurs encadreurs et le défilé militaire visant à célébrer l'effort de ces jeunes recrues ont mis fin à cette cérémonie de sortie. Une unité d'hématologie clinique est désormais ouverte à l'hôpital du Mali. Le service assurera la recherche et le traitement de l'hémophilie, une maladie hémorragique. 16 millions de francs CFA, c'est le coût d'équipement de 2 conteneurs financés par la société Petrobama. Cette donation se fait à la suite d'une demande de l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation, Amalek et ses partenaires. Le compte rendu est signé Djurati Diakiti. L'hôpital du Mali dispose désormais d'une unité d'hématologie clinique. Cette nouvelle unité s'occupera de la recherche et le traitement de l'hémophilie, une maladie hémorragique et héréditaire qui empêche le sang de coaguler correctement. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation, Amalek, la Fondation Novo Nordisk et la société Petrobama. L'ouverture de cet espace, qui est composé de 2 conteneurs de 12 pieds, dédiés à la prise en charge des enfants et particulièrement ceux atteints de maladies hémophilie et les autres troubles de la coagulation. Elle témoigne de notre détermination à renforcer nos capacités en matière de santé, à améliorer la qualité des soins et à garantir l'accès au traitement pour tous. À travers ce don, notre société Petrobama réaffirme son engagement citoyen en faveur de la santé. Sur place, le président de l'Amalek et une maman qui a perdu son enfant à la suite d'un trouble de la coagulation se sont réjouis de l'inauguration. J'ai perdu un enfant qui ne souffrait pas d'une hémophilie, mais d'une maladie du sang, une leucémie aiguë, qui rentre aussi dans l'hématologie clinique. C'est la raison de ma présence aujourd'hui. L'espace représente pour les patients, leurs familles et l'ensemble des membres de l'Amalek bien plus qu'une infrastructure. Il incarne
l'espoir, la dignité et une meilleure qualité de vie. Grâce à ces plateaux techniques, les malades d'hémophilie n'auront plus à recourir à des soins à l'étranger. Un atelier de formation et de sensibilisation à l'endroit des coordinateurs de l'autorité indépendante de gestion des élections dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza s'est tenu ce dimanche au gouvernorat de Mopti. C'était une journée d'échange sur le suivi et la supervision des listes électorales qui s'achève aujourd'hui 31 décembre. Le point avec Souleymane Sidibé et Souleymane Tissougué. Les 117 coordinateurs de l'autorité indépendante des gestions des élections dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza ont répondu favorablement ce dimanche à l'appel de leur commissaire superviseur Souleymane Sinaïrou. La rencontre s'appelle Journée de sensibilisation sur les perspectives de l'EJ, le suivi et la supervision des listes électorales. Un véritable espace d'échange qui a permis au commissaire superviseur de rappeler les missions et les objectifs de l'EJ. L'EJ a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. Cette mission est réalisée par un organe délibérant qui est le collège, par un organe exécutif, le bureau, par un organe de coordination, le secrétaire général, par des structures d'appui, les départements techniques, et par des démembrements, les coordinations que vous êtes. Cette exaltante mission, qui est le suivi et la supervision de la révision annuelle des listes électorales, qui a commencé le 1er octobre et qui prendra fin le 31 décembre de chaque année. Ainsi, nous avons assuré le suivi et la supervision de cette première étape avec brio et le processus n'est pas fini. Quant aux représentants du gouverneur, il leur a prodigué des conseils. Vous avez une très grande responsabilité, mais cela ne veut pas dire aussi que l'État ne sera pas regardant, d'où ma présence ici. C'est l'État qui a voulu, et à la demande des Maliens, notamment de la classe politique, toutes tendances confondues, majorité opposition, qui ont réclamé l'avènement de l'EJ. Et l'État aussi a accédé à cette demande. En réalité, nous sommes dans le même bateau. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction pour cette initiative. Ils ont réitéré leur détermination à accomplir les missions qui leur sont confiées. En 13e région, les représentants des différentes sensibilités ont pris part à une session d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027, une journée de partage initiée par le ministère de la Refondation de l'État en partenariat avec le PNUD. Compte rendu Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. C'est une session d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 initié par le ministère de la Refondation de l'État. L'objectif est de partager les contenus de la stratégie et de son plan d'action. La corruption, c'est vraiment un phénomène mondial qui touche pratiquement tous les secteurs de développement de tous les pays. Et au regard de l'ampleur de ces phénomènes et de ces effets néfastes, il retient l'attention des décideurs désormais, des organisations de la société civile, des chercheurs, mais aussi du secteur privé. Les participants sont les représentants des organisations de la société civile, les chefs de service et les leaders religieux. Les échanges ont porté sur tous les aspects liés à la corruption et les 4 axes de la stratégie nationale, dont la répression et la communication. J'ai tiré comme des informations utiles la lutte contre la corruption. On nous a dit qu'il y a eu beaucoup de réformes à ce sujet, notamment les réformes en 2016-2021 jusqu'à maintenant. Et puis il y a eu des institutions qu'on a créées comme le CLE et autres. La cause, elle est pour nous d'abord la jeunesse, parce que nous sommes le futur de demain, et zéro corruption. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes, soutenue par la culture d'une conscience citoyenne face au bien public. La session d'appropriation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action bénéficie de l'accompagnement du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement.
Le comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD a tenu le 22 décembre 2025 sa session ordinaire. Ce sont au total 32 sous-projets soumis pour une enveloppe de plus de 331 millions de francs CFA sur financement du budget national. Plus de détails avec Ousmane Koïta et Adama Sengaré de ORTM Koulikoro. Cet exercice exige l'implication de tous les acteurs du développement pour la réussite de la mission commune, à savoir le développement de leurs localités respectives, d'où la synergie d'action. Voilà ce qui justifie la présente session d'information. En effet, il s'agit à travers cette session de créer un espace d'échange et de dialogue entre les différents acteurs du développement régional. Il s'agira durant la session d'examiner notamment la revue des indicateurs du document cadre de politique nationale de décentralisation, la gestion financière des collectivités territoriales, la situation de mobilisation des ressources financières, les projets d'investissement à soumettre au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Après l'exposé des différents documents, les participants venus des cercles et des services techniques de la région de Koulikoro ont posé des questions de compréhension et apporté des améliorations. Il a été relevé qu'en 2024-2025, les collectivités ont soumis 32 sous-projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'équipement des structures et marchands pour plus de 331 millions de francs CFA. Donc les collectivités sont averties et sont suffisamment informés donc d'élaborer le projet pour que vraiment ça puisse passer au niveau du CROCSAD. Le CROCSAD vraiment donc c'est une structure vraiment très importante pour les collectivités. Donc c'est l'ensemble des petites pierres que nous mettons ensemble qui vont nous permettre de construire ce pays. Donc il ne faut pas que chacun de son côté néglige ce qu'il a à faire. Quand on fait ce qu'on a à faire, ça permet à ce qu'au niveau des autorités régionales et nationales, et aussi puissent nous appuyer dans ce que nous faisons. Mais le premier pas nous revient à nous, à la base. Et nous ne devons pas négliger ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses. Les recommandations issues de cette session devront améliorer les 10 documents soumis à l'appréciation du CROCSAD. Orange Mali a organisé ce lundi une cérémonie marquant à la fois le départ à la retraite de son directeur général Aboubakar Sadiq Diop et l'accueil officiel de son successeur Leyti Ndiaye. Aliou Abdoulaye Touré nous fait le compte-rendu. La fin d'un voyage est toujours le début d'une nouvelle aventure. Cet adage sied bien à cette cérémonie d'Orange Mali qui célèbre la passation de témoins entre le directeur sortant Aboubakar Sadiq Diop et le nouveau directeur Leyti Ndiaye. En partant, je ressens une profonde et légitime fierté. Fierté du chemin parcouru, fierté de la place qu'Orange Mali occupe aujourd'hui dans le paysage économique et social du Mali. Fierté d'avoir contribué à notre échelle à connecter les Maliens entre eux et le reste du monde. Fierté d'avoir réalisé de grandes choses dans un environnement de crise et d'avoir transformé les obstacles en tremplin pour l'innovation et la croissance. La retraite sera pour moi un nouveau chapitre, mais soyez assurés qu'une partie de mon cœur restera ici avec vous. Le secrétaire général du ministère en charge de la communication a félicité les directeurs sortants pour le travail accompli avant de souligner le rôle stratégique de l'opérateur Orange Mali. Il a également adressé ses vœux de plein succès au nouveau directeur général, appelé à poursuivre et à consolider les acquis. Ton départ laisse un vide, c'est certain, mais aussi un bel héritage. Tu pars avec notre respect, notre gratitude et notre affection. Qu'il me soit permis de profiter de ce petit moment de plaisir, chargé d'émotions pour souhaiter à notre frère, M. Leyti Ndiaye, directeur général entrant d'Orange Mali, la bienvenue parmi nous et surtout beaucoup de chance pour ses nouvelles fonctions. D'ores et déjà, je voudrais lui rassurer, au nom de M. le ministre, de toute la disponibilité du département à l'accompagner dans sa lourde et exaltante mission. Pour sa part, le nouveau directeur nouvellement installé a réaffirmé son engagement à relever les défis du secteur en mettant l'accent sur plusieurs leviers. Premièrement, l'humain. L'humain au cœur de tout. Aucune vision ne se réalise sans les femmes et les hommes qui la portent. Je crois profondément à l'intelligence collective. Deuxièmement, l'excellence opérationnelle et la qualité de service.
Troisièmement, l'accélération de la transformation digitale et des services financiers. La cérémonie a pris fin par la remise des présents au directeur sortant. Parlons à présent de la deuxième édition du cocktail de charité de l'Association des femmes et développement durable AFDD. Objectif, collecter des dons afin de venir en aide aux personnes nécessiteuses. L'activité s'inscrit dans le cadre du mois de décembre dédié à la solidarité envers les personnes en situation de handicap. À cette occasion, des dons de vivres et de non-vivres ont été collectés à l'intention des femmes fistuleuses de l'hôpital du Point G et des enfants de la pouponnière. Dossé Babadjara et Abdoulaye Samake ont assisté à la cérémonie. C'est une opération caritative dénommée Cocktail de charité. Elle consiste à informer la population des difficultés que traverse quotidiennement la pouponnière et de certaines personnes en situation de détresse. C'est pourquoi l'association Femmes et Développement Durable veut apporter un soutien psychologique et financier à ces couches. Ainsi, cette opération intervient suite à des témoignages apportés par les responsables de ces structures et de ces personnes bénéficiaires. Notre association œuvre pour le développement de la femme en général, parce que qui dit femme, dit famille, dit société et la nation. Quand on aide une femme, c'est comme si on aide la famille. Dans la famille, il y a l'homme, il y a les enfants. Comme on œuvre dans ce sens-là, on essaie de voir dans différents paramètres les femmes qui ont besoin d'aide. Voilà, c'est pour les assister. Ainsi, les dons collectés de cette deuxième édition sont destinés aux femmes fistuleuses de l'hôpital du Point G et des centres d'accueil et de placement familial de Tabakoro, communément appelé la pouponnière. Un centre d'accueil qui compte aujourd'hui plus de 120 enfants de moins de 6 ans. Les dons, c'est des volontaires, c'est les gens même qui décident de nous appuyer, sinon ce n'est pas facile, comme vous le savez, parce que l'État, le centre de l'État, et l'État a beaucoup de priorités. Notre département salue et encourage l'initiative de l'Association Femmes et Développement Durable, dont l'engagement constant auprès des populations vulnérables contribue efficacement aux efforts de l'État en matière de santé et de solidarité. Conformément à ces attributions, le ministère de la Santé et du Développement social demeure et résolument engagé dans la lutte contre la fistule obstétricale, la promotion de la santé maternelle et infantile, ainsi que dans l'accompagnement des actions d'insertion sociale et de protection de l'enfance. La remise des dons composés de vivres et de non-vivres et d'une somme symbolique a mis fin à la cérémonie. Le Conseil national des jeunes CNJ du 2e arrondissement du district de Bamako a procédé au lancement officiel de sa semaine artistique, culturelle et éducative. Une semaine pour promouvoir la culture, l'éducation et les talents locaux, tout en renforçant la cohésion sociale et l'éveil intellectuel au sein de l'arrondissement. Reportage Ibrahim Kaoukonati et Suleiman Keita. À travers diverses activités artistiques, culturelles et éducatives, cet événement vise à valoriser le patrimoine culturel, encourager la créativité des jeunes et sensibiliser la population à l'importance de l'éducation pour le développement durable. L'art ou le métier qui consiste à cultiver la terre et à élever du bétail, lui-même issu de la terre, agère qui signifie champ. Et tout d'abord, il y a des concerts géants tous les jours, il y a les kermesses pour les enfants, il y a les défilés de mode, il y a aussi la formation dans la citoyenneté, les premiers secours et l'incendie. La commune D nous a montré que c'est possible pour les autres communes et c'est d'inviter les autres camarades des différentes communes du Mali de s'inspirer du cas de la commune D pour qu'on puisse quand même découvrir des petits talents dans les différentes communes. Cette initiative du conseil communal de la commune 2 permettra de déceler et promouvoir de nouveaux talents au sein de la jeunesse, tout en renforçant leur participation à la vie socio-culturelle. Au programme de cette semaine figure notamment une formation en sécurisme, des jeux ludiques, une foire d'exposition, une nuit de reconnaissance destinée à primer les meilleurs acteurs de la commune, ainsi que des concerts géants organisés chaque soir. Ces activités se dérouleront sur le terrain du Kinzambougou tout au long de la semaine. Et pour son activité annuelle, le collectif pour la promotion de l'éducation dans l'ancien arrondissement de Doussoudiana était le 27 décembre dernier à Tchéoulena. Comme en 2021 et 2024, les messages des intervenants ont été centrés sur la sensibilisation des acteurs et partenaires de l'école. Commentaire Draman Sanogo.
Après Balanfina en 2021 et Magadala en 2024, c'est au tour de Tchéoulena d'abriter les activités du collectif pour la promotion de l'école dans l'ancien arrondissement de Doussoudiana. Toute la journée du 27 décembre, les actes et messages véhiculés avaient pour objectif de décourager les acteurs de la déscolarisation et le mariage précoce de la petite fille. Nous sommes toujours dans le volet sensibilisation des parents d'élèves, des enseignants et des élèves. Et car nous savons que l'éducation est liée à ces trois personnes. La sensibilisation porte des effets très favorables. Parce que sans la sensibilisation, les parents n'ont pas d'importance pour l'école. Le chef des villages de Tchéoulena a salué l'initiative du collectif et a invité la population de son village à soutenir toutes les ambitions en faveur de l'école. Nous pensons que seule la sensibilisation à l'endroit des acteurs de l'école, à l'endroit des acteurs de l'éducation peut améliorer la scolarité, peut améliorer le niveau des enfants, peut améliorer le maintien des enfants à l'école, peut améliorer et encourager l'enseignement, l'instruction, tout ce qui est le savoir dans notre localité. C'est pourquoi nous avons adhéré à cette initiative du collectif. En fin de journée, plusieurs prix ont été décernés aux élèves du premier et du second cycle. Les parents qui suivent leurs enfants ont aussi reçu des prix. L'activité a pris fin par la visite guidée de la fondation d'une nouvelle école et la Mendersa du village. Au regard de l'importance de l'activité du collectif, Doussoudiana a décidé d'accueillir la prochaine édition en 2026. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité pour l'édition du soir. Vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Je vous souhaite de passer un bel après-midi, un très bon réveillon. Soyez prudents. À demain 13h, Inch'Allah.